Bonjour à tous, bienvenue à cette conversation enregistrée dans le cadre du choix Goncourt du Royaume-Uni. Nous avons aujourd'hui donc un entretien avec l'une des personnes qui a été retenue parmi le choix Goncourt du Royaume-Uni. Et avant d'entrer en conversation avec elle, je voudrais remercier rapidement tout d'abord Anne-Sophie et Rob à la technique sans qui nous ne serions pas là. Je voudrais remercier aussi la Maison française d'Oxford qui organise ces entretiens, le département de Medieval and Modern Languages de l'Université d'Oxford, les services de l'ambassade de France à Londres, en particulier le service ESRI. Je voudrais aussi remercier l'Institut français du Royaume-Uni, la librairie La Page, l'Association universitaire de la francophonie et bien entendu l'Académie Goncourt. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'être en entretien avec Hélène Gaudy. Bonjour Hélène Gaudy. Bonjour. Bienvenue donc dans les îles Britanniques, au moins virtuellement, Hélène Gaudy. Nous aurons peut-être un jour le plaisir de vous y accueillir en personne, je l'espère en tout cas. Mais nous sommes là aujourd'hui pour parler du magnifique texte que vous avez écrit et donc qui s'intitule Archipel. Je vais commencer par une première question qui est simple. En général, les prix Goncourt sont attribués à des romans. Est-ce que Archipel, pour vous, est un roman? Alors, merci pour cette question et bonjour à toutes et à tous. Oui, pour moi, c'est un roman parce que je pense que le roman peut accueillir beaucoup de formes et c'est d'ailleurs ce que j'aime dans le roman. C'est le fait que ce soit une forme assez plastique, assez accueillante, justement. Et pour moi, ce qui fait roman, ce n'est pas la véracité des faits ou non, c'est vraiment le travail littéraire, le travail de montage, le travail de subjectivité et d'écriture que j'ai essayé de faire sur ce livre. Donc, c'est pas une biographie de mon père, c'est vraiment pour moi un roman, une reconstruction mentale et littéraire d'une personne. Et vous êtes tout à fait d'accord pour qu'on dise que c'est vous qui parlez ou écrivez et que c'est de votre père qu'il s'agit. Ce n'est pas une création littéraire à proprement parler. Non, ça part évidemment, c'est vrai, de personnes réelles, de faits réels. Euh, Souvent dans mes romans, même les précédents, il n'y a pas forcément d'invention de faits, mais par contre, j'essaye de regarder la réalité, de me l'approprier et de la transformer par l'écriture. Donc il y a quand même transformation. Bien sûr, alors il y a transformation et il y a travail littéraire. Je crois que tous ceux qui vous ont lu seront tout à fait d'accord sur ce point-là. Alors commençons maintenant par parler du titre, un titre qui se comprend, je crois, aisément à la lecture du livre, hein, ce beau titre d'Archipel, et par l'image de l'île qui est tellement présente dans votre livre. Donc l'île Jean-Charles, du nom de votre père, dites-vous, qui motive en quelque sorte ce travail réflexif. Et les différentes îles, les îles qui sont parfois des individus, parfois des familles, mais qui se déclinent comme ça en archipels avec des liens plus ou moins proches selon les moments. Oui, c'est vrai que c'est la découverte d'une île, donc l'île de Jean-Charles en Louisiane, qui est la première île américaine qui est menacée de disparition du fait de la montée des eaux et du réchauffement climatique. Donc c'est un lieu qui au départ m'a intéressée, m'a inquiétée parce que je pense que je suis assez sensible à cette question de la disparition ou en tout cas de la métamorphose du monde et de la manière dont l'écriture peut en rendre compte et peut essayer de s'intéresser justement à ces lieux et à ces formes de vie qui disparaissent. Donc j'ai été très intéressée par cette île qui est aussi une île où vivent les derniers Indiens francophones. Donc c'est vraiment non seulement un lieu, mais aussi toute une culture qui est en train de disparaître. Et petit à petit, je me suis rendu compte que cette île qui porte le prénom de mon père me ramenait à mon père. J'aime assez aussi que les lieux soient comme des aimants qui vous attirent et que en allant vers eux par l'écriture, parfois on bifurque, parfois on raconte autre chose. Et finalement, ce que j'ai eu envie de raconter, c'est comment regarder autrement quelqu'un qu'on connaît par cœur, quelqu'un comme un père. Et vous retrouvez la mémoire de votre père, vous la sauvez de de la disparition en quelque sorte, de la même manière que l'on souhaiterait sauver cette île, sauver ces derniers Indiens francophones de la menace climatique et de la menace d'une noyade par la montée des eaux et d'un oubli ou d'une disparition de la carte.
Donc, vous avez cette île de Jean-Charles, et à propos justement de Jean-Charles, donc le prénom de votre père, vous faites en cours de route une découverte extraordinaire, c'est que Jean-Charles n'est pas tout à fait le prénom de votre père. Oui, tout à fait. En réalité, mon père s'appelle Jean-Carl. Jean comme Jean Jaurès et Karl comme Karl Marx, parce que ses parents étaient tous deux militants communistes et résistants, très, très engagés. Et ils ont voulu le nommer donc du nom de ces deux hommes politiques en lesquels ils croyaient beaucoup. Et le nom n'est pas passé à l'état civil, donc mon père a été renommé quelque part Jean-Charles par l'état civil français. Mais cette anecdote m'a amusée parce que je trouve que ça dit beaucoup déjà de la personnalité de mes grands-parents et puis aussi d'une certaine forme de dédoublement. C'est-à-dire que mon père est quelqu'un de très double, quelqu'un qui a l'air tout à fait normal, tout à fait banal et qui en même temps, comme beaucoup de gens hein, d'ailleurs, mais qui en même temps a une vie intérieure, une vie secrète qui est très importante. Et j'ai aimé cette idée que finalement il ait deux noms comme il a même plus que deux, mais de multiples personnalités. Alors oui, votre roman, donc, puisque nous pouvons l'appeler ainsi, dévoile des espèces de double fond. Très souvent, on croit arriver à quelque chose et soudain, il y a un escalier dérobé. Métaphoriquement, soudain on part ailleurs et on part ailleurs sur la voie de la découverte de lieux, sur la voie de la découverte d'individus, sur la voie de la découverte d'objets. Et on parlera de tout ceci dans un moment, mais je voudrais qu'on écoute un premier extrait de votre livre. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous la comédienne Anne de Peuffiou, et Anne va nous lire un extrait de votre roman. Anne, c'est à vous, nous vous écoutons avec bonheur. Alors, je vais lire un premier extrait qui commence page 14 sur cette île. Mon père m'a toujours dit qu'il n'avait pas de souvenir d'enfance. On n'a pas de souvenir de ce qui dure en soi, de ce qu'aucune digue n'arrête. De ses premières années, et même de sa jeunesse, ne lui reste que des images flottantes, comme s'il s'était construit sur du sable, sur un sol inondé et spongieux. Et je le vois, son corps compact, petit mais tellement dense, et le poids de sa main comme du plomb dans la mienne, planté droit dans un sol qui sans cesse se dérobe. Depuis que je pense à l'île, je pense à lui, à sa présence tranquille, jamais interrogée, à son mystère trop proche pour soupçonner son étendue, à l'amnésie qui couvre sa vie d'une couche si solide qu'on la prend pour une peau. Lui qui aime tant les paysages ne m'a rien dit ou presque de ceux qu'il a habités. J'ignore les décors de sa vie, les images qui l'ont constitué. Dans ce terreau instable, sans aucune racine visible, ont poussé une multitude de branches singulières, ses passions nombreuses et successives, sa parfaite indifférence pour son propre corps, ses vêtements et son apparence, qui le poussait à dire à ma mère quand elle s'achetait un pantalon, mais enfin, tu en as déjà un? Ses curieuses manies culinaires, mixtures odorantes fermentant au frigidaire, sa barbe, désormais presque blanche, si associée à son visage que je ne peux dévisager sans malaise sur les photos de sa jeunesse, cet imposteur à la peau nue, aux joues roses, mon père. Petite silhouette trapue surmontée en hiver d'une chapka qui lui tient les oreilles au chaud et lui donne l'air d'un vieux russe perdu en plein Paris, rescapé d'une période indéfinie tant il semble traverser les époques sans rien sacrifier à leurs exigences, refusant de posséder une carte bleue, un téléphone portable, s'obstinant à vivre comme il a toujours vécu, seulement contraint de retrancher à ses activités, celles que la fatigue rend pénibles, mais continuant à courir les lieux qui satisfont sa curiosité toujours vaillante, ne développant aucune acrimonie contre le monde, tant qu'il peut se frayer dans ses marges une place qui lui convient. Un homme-enfant qui ne sait rien de son enfance, à la fantaisie inébranlable et au sérieux inquiet, un homme qui, toute sa vie, s'est efforcé de sauver ce qu'il pouvait sauver, alors que son propre passé lui reste inaccessible. Depuis toujours, il glane, il entasse. Avec ses trouvailles, il se construit des murs, des montagnes, pieds de nez à l'arasement, à la dissolution, à l'oubli, partie émergée d'une île qui seule garde contact avec les profondeurs dans lesquelles il s'enfonce et dont je n'ai jamais rien su.
Merci. Merci beaucoup, Anne, c'était magnifique. Merci beaucoup et pour cette belle lecture. Alors, nous avons dans cette lecture l'image de l'île, mais nous avons aussi l'image de ce lieu que construit votre père et cette vision de lui comme quelqu'un qui entasse les choses. Alors, pour le lecteur, il y a vraiment un effet Capharnaüm dans ce que vous décrivez de l'univers de votre père. Alors, est-ce que c'est une impression exacte? Alors, c'est un capharnaüm organisé, mais oui, oui, c'est surtout très foisonnant. Mon père non seulement entasse, mais il glane, comme on l'a entendu dans l'extrait, c'est-à-dire qu'il récupère, alors il récupère des objets qui ne servent plus à rien ni à personne, comme des stylos qui ne marchent plus, ou des lampes halogènes qu'il récupère par dizaines dans la rue, des tickets de métro, par exemple, des tickets de parc-mètre même, alors que mon père n'a même pas le permis de conduire. Donc, on a vraiment l'impression c'est pas forcément des souvenirs personnels qu'il garde, mais c'est vraiment la volonté de garder une trace des modes de vie, des habitudes, de tout ce que Georges Perec, que j'aime tant, appelait l'infraordinaire, c'est-à-dire toutes ces petites choses qui finalement sont des traces objectives et tout à fait importantes de nos vies, mais qu'on jette, auxquelles on ne fait pas attention. Et il va non seulement les récupérer, mais il va les agencer dans son atelier, c'est-à-dire qu'il construit vraiment des formes de montagnes, un peu comme des hôtels aussi, des hôtels religieux, enfin, alors que c'est tout à fait laïque, hein, mais il y a cette idée d'agencer les objets, presque pour créer comme une installation ou une sculpture géante. Donc c'est pas du tout, enfin tout est tout à fait bien rangé, tellement qu'on ne peut même pas enlever un objet sans que tout s'écroule. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant dans le foisonnement de ces objets et dans la manière dont ils sont agencés les uns avec les autres. Et cet agencement, est-ce qu'il a pour but de créer du sens pour votre père ou est-ce qu'il a pour but de créer quelque chose d'artistique? Vous parlez d'installation. Oui, je pense que mon père a été très influencé par les surréalistes, donc il s'est très inspiré de ce courant artistique qui cherchait justement à révéler la poésie des objets, la, la présence très forte de certaines choses. Donc il y a avant tout, je pense, une visée effectivement artistique, mais aussi sans doute vraiment un désir de ne pas laisser les choses disparaître. Et ça, je pense que c'est plus profond peut-être encore que le désir artistique. C'est vraiment une grande difficulté. Mon père déteste jeter, même au quotidien, hein, quand il va par exemple aussi dans une expo, où bah, il va toujours prendre le tract, garder les choses. Donc je pense qu'il a un vrai besoin de garder. Mais après, il transforme ce besoin quand même en quelque chose d'assez joyeux et d'assez créatif. Et alors pour lui, semble-t-il, certains objets ont une sorte de vie ou une seconde vie. Et vous explorez en particulier la vie d'un objet extraordinaire qui est cette boîte chinoise qui à la fois pour vous fait sens parce que vous l'avez voulu, vous ne l'avez pas eu, on vous l'a donné, etc. Et parce qu'il y a ces caractères chinois qui, vous le comprenez, sur la motivation de l'acquisition de la boîte par votre père et qui ensuite, quelque part, résistent au déchiffrage parce qu'on vous en propose plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de cet objet merveilleux? Merci. Oui, bah, cet objet, en fait, c'est vrai que je l'ai choisi, ce qui est assez étonnant dans un lieu où il y a autant d'objets différents. J'étais tombée sur cette boîte un jour où je visitais l'atelier avec mon père et je l'avais trouvée très jolie et je lui avais demandé si je pouvais la prendre, sachant que mon père ne va plus à l'atelier normalement. Là, il m'avait accompagnée exceptionnellement, mais il est trop fatigué maintenant pour s'y rendre, donc ce sont vraiment des objets qui ne servent à personne et que personne même ne regarde. Donc je pensais que ça lui ferait plutôt plaisir que je prenne soin d'un de ces objets. Et là, j'ai senti quand même sa petite réticence, pardon, parce qu'il est malgré tout très attaché à ces objets, même si il ne peut plus aller les voir. Donc j'ai laissé la boîte où elle est, et quelques semaines après, mon père me l'a donnée. Donc il me l'avait emballé dans un petit papier et il me l'a donné. Et à ce moment-là est arrivé le confinement. Donc on a été confinés pendant plusieurs mois. On oublie vite hein, maintenant, mais il y a eu plusieurs confinements à Paris. Et moi j'habite en banlieue, j'habite pas à Paris, et donc je ne pouvais pas me rendre dans l'atelier de mon père, je ne pouvais plus le voir. Et donc cet objet finalement est devenu comme une trace très très importante puisque c'était le seul que j'avais pu sauver, encore une fois, avant que les portes se ferment et avant que Paris devienne inaccessible. Et donc je l'ai vraiment pris presque comme si tout l'atelier, même comme si
toute la figure de mon père était contenue dans cette boîte. Et je me suis mise à enquêter, effectivement, à faire lire ces caractères à des connaissances qui parlaient chinois, qui parlaient taïwanais. Bon, voilà, je vais pas vous donner le fin mot de l'enquête parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas lu le livre, mais il s'est trouvé que j'ai fini par déchiffrer ces caractères et par comprendre que ce qui était écrit dans cette boîte et qu'évidemment mon père ignorait, était très en lien avec la quête dans laquelle j'étais lancée. Et quelque part, cette boîte devient emblématique aussi de votre manière de procéder, du déchiffrage de restes, du déchiffrage d'éléments qui parfois vous sont livrés sans explication et à partir duquel vous cherchez à faire un sens. Et quelque part, quand je vous ai posé la question sur la manière dont votre père agence les objets qu'il conserve en vous disant est-ce que c'est pour créer du sens ou est-ce que c'est parce qu'il veut créer une sorte d'artefact, c'est aussi ce que vous faites. À la fois, vous recherchez un sens et vous êtes en train de créer une œuvre littéraire à partir de ces morceaux mis ensemble. Oui, oui, c'est vrai que c'est très emblématique de toute la recherche, puisque j'avais toujours l'impression d'essayer de déchiffrer un message codé. C'est vrai que cet agencement d'objets qui a été fait pour personne, puisque mon père était le seul à se rendre à l'atelier quasiment, et que maintenant il n'y va plus, il y a quand même quelque chose de très mystérieux, parce qu'on se dit, c'est quelqu'un quand même qui a passé sa vie à agencer ces signes, à les mettre ensemble. Et donc, ça forme une sorte de langage. Et c'est vrai que le désir de l'écriture, c'était de trouver un langage pour ces choses qu'il dit avec les objets, avec ce qu'il garde, sans la parole, mais chercher comment l'écriture pouvait recréer une parole là où il n'y a pas eu de parole. Voilà, parce que j'ai pas précisé ça, mais mon père est quelqu'un qui, par contre, parle peu, qui m'a toujours dit qu'il n'avait pas de mémoire ou presque presque pas de souvenirs d'enfance et de jeunesse. Et donc, il m'a semblé que tous ces objets étaient une forme de mémoire externe, comme si c'était là qu'il avait déposé ses secrets, son passé. Toutes ses vies intérieures invisibles. Et effectivement, j'ai entrepris cette tâche un peu hasardeuse de déchiffrer tout ça avec, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette question du roman, avec la conscience quand même que on recrée les choses et que le père j'écris, je l'invente aussi d'une certaine manière. Et alors, vous parlez de langage et de création d'un langage. Ça aussi, on le retrouve bien, je crois, dans votre livre, dans la mesure où votre livre agence des éléments parfois assez disparates, c'est-à-dire des réflexions sur votre propre jeunesse, voire votre vie actuelle, sur le rapport que vous avez à votre famille, le rapport qu'a votre père ou qu'a pu avoir votre père à d'autres personnes dans sa vie, mais aussi l'inclusion d'éléments qui viennent d'ailleurs, donc de textes poétiques écrits par d'autres, de listes qui font sens sans faire sens et qui créent une espèce de poésie aussi, et de ce point de vue-là, qui réinvente la forme littéraire. Oh, je sais pas si j'ai réussi à faire quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y avait vraiment l'envie, effectivement, de d'agencer les fragments comme il agence les signes. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que ma façon de travailler était très proche en fait de son rapport aux objets et à sa propre manière voilà d'agencer les choses. Il y avait toujours cette idée de l'archipel du titre aussi, qui est à la fois un archipel d'îles, un archipel de personnes qui sont reliées, mais aussi un archipel de fragments de texte. C'est vrai que c'est un texte qui a une forme archipélique. C'est toujours un petit peu comme ça que je travaille, en frottant des choses entre elles et en attendant que du sens se produise. Et il y a un côté aussi assez cinématographique. Je travaille beaucoup avec l'image et j'aime beaucoup cette idée que chaque fragment résonne avec le suivant, mais qu'on laisse aussi du blanc, du vide, de la place pour le lecteur, pour la lectrice. On m'a beaucoup dit, et ça c'est quelque chose qui me fait très plaisir, que c'était aussi un livre où les gens euh, comment dire, insérer leurs propres souvenirs, leur propre rapport à leurs parents ou à leurs enfants ou au monde en général. J'ai essayé de laisser cette place pour que, entre deux passages, les personnes qui lisent le livre puissent aussi laisser venir leurs propres images et que finalement l'archipel et le montage, il soit fait aussi des souvenirs des lecteurs et des lectrices. Et alors, vous avez dit tout à l'heure que votre père était attaché au surréalisme. Il y a aussi un peu
pour nous, lecteurs, des souvenirs de la manière de procéder d'un André Breton, par exemple, Tout à dans fait, ces oui, oui. juxtapositions. D'ailleurs, son atelier ressemble beaucoup à l'atelier d'André Breton. Si vous voulez taper atelier d'André Breton sur Google, vous verrez des images qui sont ce qui ressemble le plus, je pense, à l'atelier de mon père. Enfin, c'est dans l'autre sens, évidemment, que ça s'est fait, hein. C'est lui qui a été très influencé par Breton, qu'il aimait énormément, que j'ai énormément aimé adolescente aussi, quand j'ai découvert Nadja, qui est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Donc oui, il y a cet hommage et à ces artistes et notamment bretons. Mais je pense qu'il y a aussi un rapport, voilà, vraiment, vraiment très charnel de mon père avec les objets. Enfin, je sais pas si charnel est le mot, mais très affectif. Voilà, c'est plus ça. C'est vraiment l'envie de posséder, de garder et de ne pas laisser disparaître. Mm. Alors, nous allons donner la parole de nouveau à notre comédienne préférée, Anne de Peuffiou, qui va lire un deuxième extrait de votre roman. Anne, c'est à vous. Eh bien, bonjour. Donc, je vais attaquer page 26, un passage qui parle justement du rapport de votre père aux objets. Le grand cercle est une table en bois que j'avais trouvée, dit mon père. Il y avait des puces avant le long du canal et après les puces, il y avait des choses qui restaient. Alors, j'ai récupéré ce grand cercle de bois qui était couvert de peinture et sur ce fond coloré, j'ai mis en évidence des formes. Sa voix traîne, elle trébuche, s'échappe dans les aigus à la fin des phrases, puis revient dans son lit. Rivière, obstacle, rocaille. Au début, il n'avait rien d'extraordinaire, ce rez-de-chaussée renconnier dans un coin d'une cour sombre, choisi parce qu'il y avait déjà, sur les murs, des étagères où ranger les livres qui encombraient l'appartement et surtout la chambre de mes parents. De multiples couches de livres sous lesquelles ma mère disait toujours qu'elle craignait de mourir écrasée. Quand j'étais plus jeune et qu'il m'en prêtait un, il s'enquérait fréquemment de la manière dont il se portait. Comment va mon livre? J'en rajoutais. Il était en forme, protégé de l'humidité, du soleil, de la poussière, lu juste ce qu'il faut. Ça le faisait rire. Mais je sentais un réel apaisement derrière l'exagération de son inquiétude. Les objets, pour lui, ne sont pas choses inertes. Il faut soit les laisser dans leur milieu naturel, soit les choyer, comme des êtres vivants. Une fois les rayonnages de l'atelier saturés, il s'est mis à investir le reste de l'espace. Sur les tables récupérées ou bien à même le sol, il a disposé d'autres livres, d'autres bibelots, monceaux d'objets improbables formant des murs, des renfoncements, des grottes, agencés dans le secret d'un urbanisme patient et précis pour que rien ne tombe, pour que tout tienne. L'arrachement d'un seul de ces objets à la communauté des autres pourrait suffire à faire écrouler l'ensemble de l'édifice. Un monde à son image, mais un monde inhabitable. Une seule pièce sans toilette, sans cuisine, réduite aux seules fonctions vitales qui semblent l'intéresser, garder et regarder. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Anne, de cette belle lecture et de ce beau choix, se garder et regarder. Et nous allons tous, je crois, suivre votre suggestion, Hélène Gaudy, et aller regarder l'atelier d'André Breton pour nous figurer un peu à quoi ressemble l'atelier de votre père avec ses objets récupérés. Je voudrais aborder un autre aspect de votre livre que j'ai trouvé passionnant. Je parlais de double fond tout à l'heure. Et l'une des choses que l'on découvre au passage, c'est toute cette vie clandestine de votre famille pendant la guerre. Et c'est une manière pour vous, et je crois que là, on est vraiment dans quelque chose qui est au cœur de la vie de beaucoup de familles françaises. Il y a des moments dont on n'a pas parlé pendant la guerre, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, quel que soit le côté de ses ancêtres, et on les découvre par bribes, on les découvre parfois sans bien les comprendre. Et vous, grâce à des carnets, grâce à des photos, vous revenez sur une partie des événements de la guerre. Oui, tout à fait. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très profond dans l'enfance de mon père, qui est né en 38. Et donc,
toute sa petite enfance, ou presque, s'est passée pendant la guerre. Mais c'est vraiment la toute petite enfance, donc l'enfance obscure finalement, impossible à se remémorer, même quand on a un peu de mémoire, et mon père dit en avoir peu. Donc j'avais vraiment l'impression que quelque chose s'était joué là, comme chez tout le monde, bien sûr, mais presque encore plus parce que mon père est justement resté très enfant. Il y a une grande part d'enfance en lui, comme si l'enfance ne s'était jamais complètement arrêtée. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'aller fouiller dans cette enfance. Et comme vous le dites, sur cette période-là, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été racontées, d'autant que je suis d'une famille où on raconte très peu les choses. On les met pas en récit, on n'est pas du tout dans voilà, quelque chose qui est de l'ordre du fait d'armes, ou c'est des choses qui n'avaient jamais vraiment été dites. Du coup, j'ai fouillé beaucoup. Je savais que mes grands-parents avaient été résistants, mais j'en savais pas beaucoup plus. Et là, j'ai découvert donc non seulement ce qu'ils avaient fait, donc des choses très courageuses. Voilà, c'est des gens qui ont vécu vraiment dans la clandestinité. Mon grand-père dirigeait un réseau de résistance, donc c'était quelqu'un qui était très recherché, ce qui a poussé toute la famille à vivre vraiment dans le secret, au point que mon père n'avait pas le droit de dire où il habitait. Et pour lui trouver quelque chose à dire malgré tout, mes grands-parents avaient inventé un village imaginaire, enfin en tout cas un nom imaginaire, Musainville, que mon père devait dire si on lui demandait où il vivait. Donc il devait dire j'habite à Musainville. Et Musainville n'existe pas et ne figure sur aucune carte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Ce que je cherchais dans ce livre, c'est vraiment trouver des résonances, trouver justement des points comment dire, des points de superposition entre nos vies différentes. Et là, c'est vraiment un point pour moi fondamental parce que mon père est très attaché au lieu, au paysage, et c'est un grand enfant, encore une fois, voilà, qui est toujours très habité par son enfance, ce qui m'a paru d'un coup tout à fait logique quand on a vécu son enfance justement dans un lieu qu'on n'a pas le droit de nommer, qu'on n'a pas le droit de dire, donc une enfance tenue au secret. C'est sans doute une enfance qui ne peut jamais vraiment s'arrêter. Et il m'a transmis non seulement ce goût du mystère, du secret, mais aussi, je pense, un grand attachement au lieu. Voilà, je pense que quand on n'a jamais pu s'accrocher à un lieu dans l'enfance, quand on a été dans ce flottement, dans ce flou, dans cette interdiction de s'ancrer quelque part, ça a créé, en tout cas chez mon père, ça aurait pu être l'inverse, mais une grande curiosité, une grande envie de regarder le monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a transmis. Mm. Oui, l'atelier devient le lieu de concentration de tout le quotidien après l'inexistant Musainville. Tout à Enfin, fait, oui, oui. Oui, il y a aussi bien sûr cette envie, je pense, de construire là où on a construit sur des sables mouvants avant, quoi. Mm. Et alors, vous allez donc enquêter sur le passé de vos grands-parents résistants, et vous le dites, leurs actes extrêmement courageux à plusieurs reprises. Et je crois qu'on a là aussi une belle image de ce fonctionnement des îles et des archipels, parce que tout en restant centré sur cette question de votre père, de qui est votre père, vous réussissez à remonter des pans d'histoire, à mieux comprendre qui il est lui, qui vous êtes vous, mais aussi d'où vous venez et peut-être où ira votre fils. Et donc on a ces fils qui se dessinent de génération en génération et c'est extrêmement émouvant. Merci. Sans doute aussi, peut-être parce que, en tout cas avec mes grands-parents, le dialogue était très difficile. Je pense que c'est des gens qui sont justement restés euh, très marqués par cette période de la guerre, par le fait d'avoir vécu dans ce secret, dans cette clandestinité, et aussi sans doute par une déception de ce qui s'est passé après-guerre et qui est venu quelque part Casser leur rêve. Oui, l'idéal d'égalité, de fraternité pour lequel ils s'étaient battus n'est pas advenu. Enfin voilà, le monde est allé dans une direction qui ne leur convenait pas. Ils en ont conçu, je pense, une grande amertume. Donc le dialogue a été très contrarié quand ils étaient vivants. C'est un regret que j'ai, bien sûr. Moi, j'étais jeune à ce moment-là. Et quand ils sont décédés, j'étais une jeune fille et j'ai pas pris le temps. Voilà, j'ai pas réussi à recréer un dialogue avec eux. Et je pense que l'écriture, bon, même si encore une fois, on peut se tromper, on fait des hypothèses, on reconstruit les choses dans la manière
avec la manière dont on les voit, mais il me semble que c'est quand même aussi un moyen, peut-être pas de réconciliation, mais en tout cas de renouer des liens, effectivement, qui ont été brisés ou qui n'ont pas été liés, et de comprendre en quoi on se ressemble aussi. Si on m'avait dit, adolescente, que je ressemblais à mes grands-parents, ça m'aurait pas du tout convenu. Et maintenant, je vois très bien, finalement, ce qu'on a en partage, ce qu'ils m'ont transmis aussi. Et c'est vrai que l'écriture, pour moi, est vraiment comme un, ouais, comme j'avais presque l'impression des fois d'écrire avec une encre invisible et d'essayer de voir apparaître des choses. Et c'est vrai que c'est une vraie enquête, pas policière bien sûr, pas forcément une enquête qui se résout toujours, mais en tout cas il y avait vraiment l'envie d'être dans cette position de recherche. euh, Et je le fais presque en même temps que le lecteur ou la lectrice qui lit le livre, puisque je voulais que cette enquête, elle soit partagée, qu'elle soit visible et que quand pour moi il y avait des révélations ou des moments où vraiment j'avais l'impression de comprendre quelque chose, bah, que le livre garde trace de ces moments-là. Et alors, vous parlez de renouer des liens, vous dites que vous créez aussi quelque part une vision de votre père qui n'est pas exactement votre père. Est-ce que les membres de votre famille ont lu ce livre et qu'en pensent-ils, qu'en disent-ils? Alors, non seulement mon père, en tout cas, l'a lu, mais il a participé au processus, puisque c'était vraiment mon idée au départ, c'était d'utiliser l'écriture pour lui faire revenir des souvenirs. Dans la mesure où mon père n'est pas très à l'aise avec la parole, en tout cas, c'est pas son outil préféré pour se raconter. En tout cas, après, il parle tout à fait bien, mais il utilise peu la parole pour parler de lui. Mais par contre, c'est un grand lecteur, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup partagé des lectures et avec qui j'ai beaucoup joué enfant. Et j'avais l'impression que ce livre, c'était reprendre le fil d'un jeu entre nous aussi. Se parler autrement, voilà, autrement que par la parole. Et j'avais l'espoir que cette écriture lui fasse revenir de la mémoire quelque part. Donc je lui ai demandé d'annoter le manuscrit, de compléter un souvenir par exemple, ou de me dire si je m'étais trompée, ou de continuer une anecdote, chose qu'il a faite avec beaucoup de générosité. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dans le livre et qui sont apparues finalement petit à petit grâce à ce processus d'écriture qui lui faisait revenir des souvenirs. Donc il l'a lu à plusieurs étapes, donc il n'a vraiment pas été pris de court par ce récit. Je pense que ça a été à la fois pour lui très joyeux de reprendre justement ce mode de communication un peu singulier, et en même temps sans doute assez bouleversant aussi parce que c'est vrai que mon père est très triste de la disparition des choses. C'est pour ça qu'il garde autant d'objets. Et le fait de se replonger sans doute dans sa jeunesse, dans des choses disparues, euh, a peut-être été difficile. Mais malgré tout, je pense il est heureux que ce livre existe. Mon père a un grand amour pour les livres et le fait que sa vie soit devenue un livre et qu'on ait fait ce jeu tous les deux pour que ce livre existe, je pense que c'est quand même avant tout joyeux. Et ma mère l'a très bien pris, voilà, pour vous répondre rapidement. Mais ma mère était heureuse aussi, je pense que ce fil-là se renoue entre mon père et moi. Alors c'est parfait. On est très content d'apprendre que l'expérience du lecteur est tout à fait partagée par votre famille, celle donc de découvrir un individu singulier et très attachant au fond. Et quand on lit le livre, vous parlez du fait qu'il y a eu des moments de joie, de complicité dans ce travail. Il y a aussi, vous dites, des moments sans doute difficiles pour lui. On a un extrait, par exemple, d'un journal tenu pendant la guerre d'Algérie. Donc, encore une des choses dont les Français parlent peu dans les familles. Et ça, vous retrouvez quelque chose, vous livrez quelque chose. En tout cas, ma génération qui est celle dans laquelle beaucoup de pères ont fait la guerre d'Algérie, personne n'en entend parler. Oui, oui, ça commence un petit peu. C'est souvent la troisième génération. C'est souvent enfin, où là, pour la guerre, pour la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, c'est beaucoup la troisième génération qui s'exprime. Là, ça va peut-être la deuxième, les enfants ou les petits-enfants, mais en tout cas, ça commence un petit peu. C'est une mémoire qui commence un peu à émerger, mais c'est vrai que ça a longtemps été très tabou. Après, moi, mon père n'a pas fait la, pardon, n'a pas fait la guerre d'Algérie. Il n'a pas combattu.
Mais il a été nommé professeur. Son premier poste de professeur, c'était à Oran fin 61, donc vraiment dans un des moments les plus violents et les plus et en plus à Oran, ça a été particulièrement difficile. Donc même s'il n'a pas lui-même fait des actions ou subi des actions violentes, il a été témoin d'un certain nombre de choses et il a été aussi assez menacé, assez en danger. Il a été obligé de se cacher. Enfin, donc c'était quand même un moment, je pense, très difficile. Et ça, pour moi, ça a été une grande découverte, ce journal de l'Algérie, parce que déjà, je trouve que il y a une écriture de mon père qui résonne beaucoup. J'ai découvert son écriture en prose, puisque maintenant enfin, moi, je l'ai toujours connu écrivant de la poésie, mais je ne savais pas qu'il avait écrit sa vie, qu'il avait raconté sa vie. Il ne l'a fait qu'à cette période-là, à ma connaissance. Mais donc j'ai découvert son écriture que j'ai trouvée très évocatrice, qui m'a beaucoup parlé, et donc j'ai commencé aussi à faire intervenir de plus en plus son écriture dans le livre. Donc il y a vraiment un dialogue aussi qui se noue, non seulement parce que lui a relu le texte comme je l'expliquais, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de moments où je voulais qu'on entende sa voix vraiment, sa voix de jeune homme. Voilà, tout à l'heure je parlais des multiples personnalités qu'on a tous en nous. C'est vrai que découvrir mon père jeune homme, adolescent, a été une vraie, ça a été très fort pour moi. Et en plus, il avait fait cette expérience singulière, parce qu'il est retourné en Algérie un an après pour son service militaire, où il a gardé une espèce de base en plein désert, donc un lieu où il n'y avait pas de combat, où il ne se passait rien. C'était juste après l'indépendance. Euh, et là, il a expérimenté cette espèce de fin de règne quelque part de la France en Algérie. Lui était vraiment pour l'indépendance de l'Algérie en plus, donc porter l'uniforme français, c'était pour lui très contradictoire et difficile. Et en même temps, il gardait cette espèce de ruine dans le désert. Et là, il se met à noter tous les graffitis que les autres soldats écrivaient sur les murs des guérites qu'il gardait. Et donc, il fait encore ce travail de trace que j'ai trouvé passionnant parce que d'un coup, on peut avoir accès vraiment aux rêves, aux fantasmes, aux pensées de ces soldats grâce à ces petites notations. Voilà, donc c'est pour moi un matériau très précieux parce que c'est aussi un livre qui traverse l'histoire collective, mais qui la traverse à travers un individu et les traces que lui-même a pu accumuler. Et j'aimais beaucoup avoir cet accès privilégié quelque part à des périodes de l'histoire qui pour moi étaient dans les livres d'histoire et qui d'un coup en sont sortis pour devenir beaucoup plus humaines. Alors, merci. On va revenir sur la jeunesse de votre père dans un instant, mais on va d'abord écouter un troisième extrait lu par Anne. Avec plaisir. Alors là, j'ai envie de vous lire un extrait qui va démarrer page 241 sur, sur la façon dont les mots et ce texte vous lient à votre père. Le texte tisse entre nous comme un fil souterrain. Il court sous nos conversations téléphoniques. Il fait son nid dans nos silences. Mon père sait que je suis en train d'écrire et je sais qu'il est en train de lire. Nous sommes quelque part, tous les deux sur écoute, et nos liens sont resserrés par cette vigilance. Il attend, fébrile, que je le lui envoie. J'attends, fébrile, qu'il me le rende. Je m'étais donné un an pour écrire. Cela fait déjà plusieurs années. Il faut croire que j'ai peur de briser le fil, que j'espère encore, en m'évertuant à réagencer le passé, réussir à ajourner l'avenir. J'ignore ce qu'il a ressenti quand il a cessé de peindre, de se rendre à l'atelier, quand la fatigue a pris le pas sur ce désir-là, de couleur, de matière. Où vont toutes les images qu'on ne peint plus? Et comment vivre avec quand on a toujours été submergé par les résidus de ce qui vous traverse? Alors, renoncer, s'adapter. Après l'arrêt de la peinture, il a continué à écrire. Un poème, c'est léger, ça s'emmène partout, ça se griffonne n'importe quand. Un poème par jour. Continuer à poser dans le flux, chaque jour, sa petite pierre. Il m'a brièvement expliqué le processus. D'abord, il écrit sur des feuilles récupérées, qu'il plie en quatre pour les glisser dans la poche de sa chemise. Et j'ai réalisé qu'il portait littéralement et en permanence sur son cœur ses poèmes en chantier. Ensuite, il met au propre, sur de vieilles enveloppes dont la pile grimpe à droite de son bureau.
Enfin, il recopie la moisson du jour sur des agendas ou des fiches Bristol rangées dans des boîtes de sauce tomate Carly. Ce processus de transformation est sans doute intimement lié à celui qui a fait de lui un homme qui se pose, qui s'assied. Plus de notes rapides dans des cahiers, de récits sur le vif. Désormais, il transforme ce qui s'est déposé en lui à son insu, la matière meuble, informe, dont il est constitué. Je voulais lire ses poèmes, en dégager une évolution, une direction, mais il faudrait des années pour tout compulser. Des dizaines et des dizaines de piles à éplucher, des dizaines de milliers de poèmes répartis dans l'espace, finissant par former l'espace tout entier. Des mots rendus illisibles par leur nombre, leur impossible multitude. Chaque jour, il continue pourtant à écrire un nouveau poème, sans voir que chaque texte efface encore davantage les précédents. Ou peut-être qu'il le voit, qu'il le fait exprès. Peut-être qu'il cherche précisément, en écrivant, à effacer ce qu'il a écrit, à recouvrir, en submerger. Merci. Merci beaucoup, Anne, c'était magnifique comme toujours. Non, non, Alors, vraiment. pardon. Non, non, j'allais dans votre sens en disant que c'était vraiment une très belle lecture. Alors, j'ai dit qu'on allait revenir sur la jeunesse de votre père. Alors, l'aspect joyeux de la jeunesse de votre père, évidemment, c'est Colette, c'est Martine, c'est la rencontre avec Brindille, votre mère. Donc, vous avez aussi cette jeunesse retrouvée, cette vigueur, cette poésie, et ce jeune homme qui sillonne les routes de France, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, oui, tout à fait. J'ai découvert effectivement la vie sentimentale de mon père. Ce qui est assez étrange hein, quand on y pense, mais qui est assez, en tout cas dans ses carnets, raconté de manière tout à fait pudique et joyeuse, effectivement. Donc c'est un moment, autant au début de son adolescence, je l'ai trouvé plutôt assez torturé, assez intense, mais quand même très seul aussi. Et puis il y a un moment où il déménage, il s'installe dans une ville un peu plus grande, à Caen, en Normandie. Et là, d'un coup, bah, c'est les copains, c'est les rencontres avec des filles et effectivement le début des voyages. Donc, mon père a beaucoup voyagé, mais ce premier voyage qui se déroule finalement en France avec l'un de ses amis en scooter, c'est vraiment un moment où, voilà, comme une trouée très vivante dans sa vie, qui va donner lieu après à d'autres voyages beaucoup plus lointains, puisqu'avec ma mère, ils sont partis dans des pays où on allait peu en Iran, en Afghanistan, en Asie beaucoup. Ils ont vraiment, il y a toute une part comme ça de leur vie qui est associée aussi aux années 70, à un moment où, quand j'étais adolescente, en tout cas, j'imaginais ce moment comme aussi une espèce de souffle un peu de liberté, d'espoir. Et donc c'était très beau pour moi de retrouver ces récits écrits sur le vif au moment où ils ont été vécus. Et aussi quand même de nuancer un peu les choses parce que déjà dans les années 60-70, mon père était assez critique finalement sur l'avancée du monde, sur assez sensible déjà à des questions qui aujourd'hui sont très présentes comme la question écologique où moi c'est vrai que j'ai toujours vécu avec des parents qui étaient très très sensibilisés à ces questions-là et très très critiques aussi sur ce qui se produisait. Et donc à la fois c'était retrouver l'élan de ces années-là et en même temps c'était découvrir aussi que cet élan était aussi très complexe, très voilà que la société de cette époque évidemment n'était pas uniquement joyeuse et vivante, mais qu'il y avait aussi des choses en germe qui nous amènent là où on est aujourd'hui. Et ça m'intéresse beaucoup de toujours d'écrire à partir du présent. C'est-à-dire, c'est jamais les livres que j'écris. J'ai écrit des livres sur des périodes historiques beaucoup plus lointaines, mais c'est jamais des romans historiques où on est uniquement dans la période où ça se passe. Ce qui m'intéresse, c'est plus de voir comment le monde évolue et comment on peut trouver déjà dans le passé des choses qui résonnent avec aujourd'hui et qui nous font comprendre aussi.
comment on a évolué, comment on en est là où on en est aujourd'hui. Et pour moi, ça a été très précieux de revisiter justement à travers un regard individuel, un regard intime, toutes ces périodes historiques que j'ai eu l'impression de mieux comprendre, de mieux sentir, de m'approprier aussi en quelque sorte, voilà. Alors là, je dois dire que on vous envie d'avoir ce matériau à votre disposition, mais aussi d'avoir eu le talent de savoir ce qu'il fallait en faire, ce qu'on pouvait en tirer pour produire le livre que vous avez produit. Et je vais vous poser une dernière question. Parmi les spectateurs, il y a sans doute un certain nombre de jeunes femmes ou de jeunes gens qui auraient envie un jour d'écrire ou qui peut-être écrivent déjà. Quel conseil est-ce que vous leur donneriez? Ah, alors il y en a beaucoup. Moi, je travaille aussi avec des étudiants parce que j'enseigne dans un master de création littéraire à Saint-Denis. Et donc, je travaille beaucoup avec des jeunes justement qui sont dans ce processus-là. Euh, Moi, il y a une chose que je trouve très importante quand on commence à écrire. Alors, c'est peut-être pas le cas des personnes qui nous écoutent. Peut-être que vous écrivez depuis longtemps, que vous êtes déjà dans un processus très engagé. Mais en tout cas, quand on commence à écrire, je trouve que c'est très important de se dire qu'on écrit vraiment avec ce qui nous entoure, et que l'écriture est un processus de transformation, qui ne vient pas que de nous, qui ne nous tombe pas dessus. Parce que c'est vrai que si on attend qu'elle nous tombe dessus, souvent, elle ne tombe pas. Et que, au contraire, c'est très rassurant de se dire que écrire, c'est beaucoup déjà observer. Observer, regarder, écouter, essayer de devenir un peu un capteur de tout ce qui est autour de nous. Et que c'est avec cette attention-là qu'on va produire quelque chose qui peut devenir de l'écriture. Donc, pour moi, c'est très important de se dire que tout est là autour, pas que en nous, mais autour, et qu'il faut avoir cette attention et cette curiosité aussi. Et puis, euh, et puis aussi ne pas se décourager, sans doute, parce que on voit souvent l'idée d'un roman, en tout cas, comme quelque chose d'un peu effrayant, parce qu'un roman, c'est long, donc on se dit ça va prendre beaucoup de temps. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce temps, c'est aussi un allié. C'est justement, moi j'adore le processus long du roman parce que c'est quelque chose qui va accueillir toute votre évolution, quand vous allez changer, vous allez revenir en arrière, vous allez vouloir faire autre chose. Tout ça, le roman va pouvoir l'accueillir et le prendre en charge. Euh, donc c'est une question de tempérament aussi. C'est vrai que l'écriture, c'est pas un art du geste comme la danse par exemple, où il faut que ce soit tout de suite parfait. C'est un art où on peut toujours revenir sur ce qu'on a fait et c'est un art qui accueille nos propres transformations. Donc c'est très rassurant aussi. Même si c'est long, vous avez le temps justement de faire aboutir quelque chose qui soit vraiment ce que vous voulez faire. Et ça, je trouve que c'est, c'est aussi, voilà, c'est aussi quelque chose qui nous aide à écrire finalement. Merci beaucoup de ces conseils à la fois concrets et rassurants. C'est rare d'avoir l'un ou l'autre, mais alors les deux ensemble, ça tient du miracle. Merci aussi, Hélène Gaudy, de la générosité avec laquelle vous avez répondu à mes questions. Et merci aussi, non seulement de ma part, mais évidemment de celle de tous les étudiants, de nous avoir offert ce beau moment de lecture. Et merci À à vous, c'était un plaisir. à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.